Est-ce qu'à propos de marée, est-ce que je peux aller faire pipi? Ben allez-y mon cher monsieur, délivrez-vous. T'es sûr que ça ira pour le vent? Il n'y a aucun problème. D'accord, alors tout va bien. Et tout ça sert à capter le... D'accord. À l'origine, vous êtes de nationalité belge? Ça tourne là? Oui. D'accord. Oui, je suis Ok, belge. oui. Voilà. Entre francophones, Oui, effectivement. on peut se saluer Oui. de manière transatlantique Exactement. et confraternelle. Eh bien, tout ça a été dit. Êtes-vous un journaliste à l'origine ou si vous êtes... J'ai un diplôme de journaliste. OK. J'ai fait des études de journalisme à Bruxelles, à l'université de Bruxelles. Et donc j'ai un diplôme de journalisme et communication sociale, attention. Alors c'est plus sérieux là. Oui, c'est du sérieux. Ok. Que j'ai obtenu, je pense, je vais parler en belge, en 79. Ah, OK. Oui. Traduction, tu vois. Voilà. Et en fait, je pense que j'ai fait de temps en temps le métier de journaliste, mais j'ai trop de respect pour les vrais journalistes. OK. Pour ceux qui couvrent l'actualité politique, l'actualité internationale, l'actualité économique, etc. Et je pense que je suis profondément un critique. OK. Et donc, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir ma gueule et de donner mon avis. Vous êtes un observateur. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que je serais plutôt, si j'étais journaliste, je pencherais plutôt du côté éditorialiste. OK. Et j'ai trop de respect pour les vrais reporters et surtout, évidemment, les grands reporters internationaux, etc., les reporters de guerre, pour dire que je suis un journaliste. J'ai aussi trop de respect pour les écrivains, pour dire que je suis un écrivain. Okay. Donc, ma définition, c'est que je suis un auteur. Voilà. Un auteur. Un auteur. OK. Auteur. Critique aussi. Oui, mais en tant qu'auteur, dès le moment où je suis auteur, ça veut dire que je peux éventuellement mettre mon sens critique à profit et éventuellement mon style à profit, si tant est que j'en ai un. Et voilà. Donc auteur, j'aime bien ce mot. OK. Voilà. Et ce qui vous a amené à Paris, en France, c'est... Un coup de bol, comme on dit en Belgique. D'amour, non? Non. Okay. Non, enfin si, une histoire d'amitié, on va dire, OK. qui est née, enfin qui s'est développée à une vitesse stupéfiante avec un garçon qui s'appelle Antoine de Caunes. Bon, je venais déjà à Paris régulièrement, parce qu'après tout, entre Bruxelles et Paris, il y a 300 km. Ouais. Donc je venais déjà à Paris régulièrement pour faire des interviews, faire des reportages pour la presse belge. Et comme j'allais à Londres, comme j'allais ailleurs d'ailleurs. Et puis je faisais de la télévision déjà en Belgique. OK. Et un beau jour, Antoine de Caunes, qui venait de... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'Antoine de Caunes, que vous connaissez certainement, ben oui, bien oui, sûr, oui. évidemment. Évidemment, effectivement. Et on a commencé notre carrière à la télévision ensemble. OK. Ensemble, mais séparément. C'est-à-dire que lui, c'était en France et moi, c'était en Belgique. OK. Mais c'est-à-dire qu'on a commencé tous les deux en septembre 78. OK. Enfin, moi, je faisais déjà de la télévision C'est depuis lui qui a fait les enfants du rock, je crois. Ouais, mais c'était avant les enfants du rock. Ok. En fait, moi j'ai commencé à faire la télévision en 72, Ok. à l'âge de 15 ans. 15 ans? Dans un magazine pour adolescents où Ok. ils avaient besoin de gamins pour interviewer des gens, etc. Des artistes, des chanteurs, des groupes. Oui, pas forcément, même parfois des scientifiques, des historiens, des choses comme ça. C'était un magazine pour les ados. Ok. J'ai même fait des reportages dans des missions de l'UNICEF, Ok. en Mauritanie, au Mexique, etc. Voilà. Ça, c'était rigolo. Bref, donc je fais déjà de la télé depuis longtemps. J'ai grandi dans des studios de télévision parce que mon père était réalisateur Ok. et producteur. Des émissions de télé. Et puis j'ai grandi dans des loges de théâtre aussi parce que mon père était comédien, metteur en scène au théâtre. OK. Et je déteste le théâtre et j'aime beaucoup la télévision. Encore aujourd'hui, vous détestez le théâtre. Oui, je supporte pas. Pourquoi? Ça m'énerve. Enfin non, c'est trop, c'est simplifié. C'est simplifié. Disons que de temps en temps, ça me fait plaisir d'aller voir une pièce de théâtre, mais la plupart des cas, je ne comprends pas pourquoi il y a une bande de mecs qui hurlent sur une scène Ok. alors qu'ils pourraient parler normalement. Voilà. Donc je sais pas. Je trouve que c'est. Et puis C'est loin de la réalité. j'ai trop vécu dans les coulisses des théâtres. C'est le côté oh chérie, qui était merveilleux. Le ce soir. côté extravagant et peu réaliste. Voilà, c'est ça. OK. Voilà. Donc télévision à partir. Alors, point commun entre Antoine de Caunes et moi, à partir de 78, lui il a une émission rock en France qui s'appelle Chorus, OK. Oui. avec des concerts live. Il y a eu un coffret DVD que je vous recommande à tous, avec des concerts de Clash, etc., des Smiths, absolument formidable. De Magma aussi. OK, oui. Pourquoi vous riez? Parce que c'est un running gag entre Antoine de Caunes et moi. Parce que Ok. Antoine était super fan de Magma, du groupe de Christian Vander, Oui. à tel point qu'il a écrit un livre sur Magma. Oui. Voilà. Moi, au même moment, j'écrivais un livre sur David Bowie. Voilà, ça a toujours été un gag entre lui et moi. Alors, qui est le meilleur des deux? C'est ça, Magma ou David Bowie? Voilà,
Dieu reconnaîtra les siens, Voilà. comme disait Godard. Non, Magma était un groupe très important En France, oui. ouais. Ouais, ouais. Et voilà. Donc, je rencontre Antoine Decaune. On commence nos carrières télé. Lui en France avec Chorus. Et puis les Enfants du Rock. Moi en Belgique avec des émissions qui s'appelaient Folies et Ligne Rock, etc. Et je fais des reportages, tout ça. Et puis un beau jour, en octobre 84, on a des amis communs. On ne se connaît pas, mais on a des amis communs. Et Antoine cherchait quelqu'un pour présenter un nouveau show à la télé sur une nouvelle chaîne qui se montait et qui allait s'appeler Canal+. OK, oui. Voilà. Et donc... Ça bouillonnait à l'époque. Voilà. Et à l'époque, il avait un complice qui s'appelait Jackie, qui était son complice dans Chorus et dans aux Enfants du Rock, dans Ouba Ouba, etc. Mais on le voit plus, Jackie? Alors, je vais vous expliquer. Okay. Et Jackie, à un moment, lui, il a décidé, et il a eu raison du point de vue de sa carrière et du point de vue financier, de faire plutôt carrière aux côtés de Dorothée, voilà, l'animatrice pour les enfants. Et donc, il a fait des années et des années, des milliers d'heures d'antenne avec Dorothée. Et il a très bien gagné sa vie, mais du coup, il a laissé tomber Antoine. C'est coup de chance pour moi, puisque du coup, j'ai pu prendre la place. Okay. Parce qu'Antoine avait besoin d'un faire-valoir, d'une tête de Turc. Okay. Voilà. Comme Dean Martin, puis... C'est ça, ouais, avec Jerry Lewis. Oui, c'est ça, avec Jerry Lewis. Okay. Mais en moins drôle. En plus sérieux. C'est-à-dire que j'étais à la fois le bouffon et le mec qui donnait des informations sérieuses sur le rock, aux côtés d'Antoine. Okay. Cela dit, l'émission qu'on a faite sur Canal+ n'a pas duré longtemps, mais enfin, ça a créé des liens d'amitié. Ça s'est arrêté en mars 85, donc à peine 5 mois, 6 mois. Mais ça a créé des liens. Après ça, on a retravaillé ensemble sur des émissions comme Rock Report et après ça, Rapido. Rapido. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la chanson, à la musique, aux chanteurs français? Je suis tombé dedans très petit parce que mes parents écoutaient beaucoup de chansons françaises. C'est-à-dire qu'à la maison, il y avait des disques, il y avait tout Georges Brassens, il y avait Jacques Brel, il y avait Léo Ferré, il y avait des disques de Gainsbourg, il y avait des disques des Beatles, etc. Et donc voilà, je suis tombé là-dedans. Il y avait des disques de jazz, parce que ma mère adorait le jazz, elle avait même été chanteuse de jazz amateur dans les années... à la fin des années 30, début des années 40, parce qu'elle était née en 1919. Et donc, il y avait beaucoup de musique à la maison. Vous avez vous avez fait le chanteur, vous avez repris une chanson de Brassens. Oh oui, mais alors ça, c'est un accident. OK. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est assez récent? Oui, c'est un copain qui s'appelle... C'est quoi? C'est le truc de vaut rien à l'affaire quand on est con, on est con. Oui, c'est le temps ne fait rien à l'affaire. Oui, c'est ça. C'est un copain qui s'appelle Victor Hublot. Oui. Vous connaissez les Residents en Californie? C'est l'équivalent des Residents à lui tout seul en Belgique. À lui tout seul? Seul. Donc, je crois qu'il a été traumatisé par les Residents. Et tous ces disques... D'une manière positive. Oui. Traumatisé d'une manière positive. Et tous ces disques se ressemblent de l'influence Residents. Et donc, dans un Vous avez passé sur France Inter en passant la semaine dernière. On a entendu votre chanson. Ah bon? Oui. Oh mon Dieu. Oui. C'est pour ça que je vous en parle. Pauvres auditeurs. Non, ça a été... Mais je me suis intéressé parce que j'allais vous rencontrer. Alors donc, je me suis dit, je vais lui glisser un peu l'information. Oui. Non, mais j'ai enregistré ça il y a 2 ans maintenant. Et on a fait ça en 2 prises et c'était rigolo. Et il m'avait demandé de faire ça. Il avait plusieurs invités. Mais c'est des synthétiseurs, hein? Oui, il travaille... Oui, c'est ça. C'est essentiellement à partir... Et il a plein d'invités sur son disque. Il y a Jacques Duval, il y a le regretté Jeff Bodard. Oui. Il y avait plein de gens et puis c'était trop cool de m'inviter. Oui, mais faites jouer au chanteur. Et je vous rassure, tout de suite, je n'ai pas gagné un euro. OK. Et ce n'était pas le but de l'opération. Est-ce qu'il y aura un autre album? Non, des spectacles, le Végétariat? Non, mais s'il me redemande de chanter sur un tribute à Brassens ou à Gainsbourg, je le ferai, bien sûr. Mais vous parlez de Gainsbourg, vous avez rencontré, vous êtes le biographe officiel de Serge Gainsbourg. Oui, on va dire. Mais vous l'avez... non, je suis pas... Non, quand on dit biographe officiel, c'est une formule qui a été inventée par les journalistes, parce qu'il n'y a jamais eu un mot signé Serge Gainsbourg en disant je sous-signe Gainsbourg Serge. Mais quelque chose d'intéressant, et il faut souligner, c'est que vous le connaissiez avant sa mort. Ah oui, bien sûr. Mais il y en a plusieurs qui s'improvisent biographes, ils ne l'ont jamais rencontré. Vous avez eu la chance de vivre avec, entre guillemets, de voir sa carrière, de le rencontrer à plusieurs reprises. Alors déjà, j'étais fan depuis très très longtemps, depuis les années 70, et j'étais super fan en particulier de Le Matin de Chou, qui était un album 76, on est en décembre 76, et qui correspond exactement à l'esprit punk de l'époque. C'est pas un album punk dans la forme, dans la facture, mais le contenu
devient cinglé et qui défonce le crâne de sa gonzesse infidèle. Oui, effectivement. À coup d'extincteur avant de la noyer sous un truc de neige carbonique. Donc voilà, et ça sort alors même que 3 mois plus tôt, en août 76, j'ai vu les Sex Pistols. À la rentrée 76, j'achète fiévreusement les premiers 45 tours de Eddie and the Hot Rods, qui étaient considérés comme punk, mais qui n'étaient pas vraiment, peu importe, les Damned, The Damned, avec Brian James, et puis le premier 45 tours Anarchy in the UK des Sex Pistols. Je suis à fond dans le punk, j'écoute les Ramones en boucle, le premier album était sorti peu de temps avant, Patti Smith évidemment depuis un moment, donc je suis à fond là-dedans, et Gainsbourg, que j'aimais déjà beaucoup, sort un album extraordinaire. À l'époque, Gainsbourg vend 12 000 albums. Très peu. Voilà. Et donc, je suis super fan du mec. Et puis après ça, en 79, après ça, ils ont une grosse merde qui s'appelle Six Sex and Son. Comme ça, c'est une chanson, c'est pas un album. Donc, bien sûr. C'est une chanson pour l'été. Oui, mais en même temps, c'était très drôle. Disco, c'est pour rigoler. Aussi du disco, c'est un pied de nez au disco. Oui, un pied de nez, et puis une volonté, une envie d'avoir du succès. Mais tu l'écoutes, puis ça a encore bien vieilli. C'est Oui. rigolo, on prend pas ça, Ouais. on prend ça au deuxième degré. Ah non, il faut surtout pas oui. considérer ça comme une un œuvre chef-d'œuvre. majeure. Voilà, Non. Et après ça, en 79, il enregistre, il sort cet album reggae. Alors là, ça c'est foudroyant. Et quand j'apprends que Gainsbourg, ouais. Quand j'apprends avec tout le débat, avec tout le scandale, machin. Mais quelle sorte de scandale? Le scandale autour de la Marseillaise. Ok, oui, au centre de Châteaubriand. Oui, les éditorialistes du Figaro Magazine, etc., qui poussent, et de Minutes et des journaux d'extrême droite, qui poussent des cris horrifiés, parce que le juif Gainsbourg, entouré de Jamaïcains, donc de nègres, ont osé mettre leur sale patte sur l'hymne national français. Oui, il est intouchable. Et là, nous vous parlons, mesdames et messieurs, à quelques jours du 14 juillet. Oui, 8 jours, toi. Et donc voilà, alors j'envoie rapidement un texto. Nous faisons un montage, mon cher. Voilà, non, c'est parce que mon fils a réussi son bac que je reçois des bravo, messages. oui, c'est vrai. Voilà. Donc, enfin. Avec mention? Non, malheureusement. Ok, nous en reparlerons. Il l'a, c'est ça. C'est plus important. Donc Gainsbourg sort cet album reggae et j'apprends qu'il va donner des... Ah, qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, un allongé. Je sais pas venir. Mais si, au il n'y a contraire. pas de problème. Faisons un montage. Alors, un allongé et un double. Merci. Gainsbourg sort cet album reggae qui est absolument foudroyant, qui tout à coup fait de lui une star. Il se met à vendre des centaines de milliers de disques, ce qui lui n'était absolument jamais arrivé dans sa vie. Et voilà-t-il pas que il annonce qu'il va donner des concerts à Paris, au Palace, entouré de ses musiciens jamaïcains, qui est quand même, c'était le band de Peter Tosh à l'époque. Et a priori les choristes de Bob Marley qui étaient sur l'album, mais en fait ce sont d'autres choristes, des Anglaises qui l'accompagneront sur scène à Paris, peu importe. Quand j'apprends ça, je suis organisateur de concerts en même temps que journaliste et même animateur télé en Belgique. Et donc quand j'apprends ça, je fais des pieds et des mains, Gainsbourg doit venir chanter à Bruxelles. Et donc ma première rencontre avec Gainsbourg, c'est dans les coulisses du Cirque Royal à Bruxelles. Le concert est un triomphe. C'est-à-dire qu'il fait plus de monde à Bruxelles proportionnellement qu'il n'en a fait à Paris, parce qu'il fait deux fois 2200 personnes dans une salle prestigieuse. Le même soir en plus, il donne un concert à 19h, un concert à 21h. Le bonhomme était en forme, hein? Le chanteur était en forme. Et c'était le lendemain du fameux concert annulé à Strasbourg. Oui. La part des militaires. Les militaires avaient... Ouais, c'est ça, avec des alertes à la bombe, les parachutistes. Et le plus drôle, c'est que quand je rencontre Gainsbourg, je ne suis même pas au courant de ce qui s'est passé la veille. Je l'apprends le soir même. Je le rencontre, je le croise dans les loges, et puis il monte sur scène, et je dois dire que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Quand il est monté la révélation. Ah oui, c'est vraiment... je savais que je l'adorais, mais me dire, putain, c'est Gainsbourg, c'est mon héros. J'avais 2 héros quand j'étais adolescent, c'était David Bowie et Gainsbourg. C'est mon héros. C'est moi qui produis le concert. J'ai fait 2 concerts au lieu d'un, tellement ça a du succès, les 2 salles sont blindées. Je gagne plein de sous ce soir parce que j'étais producteur. La cagnotte commence à sonner. Plein de moulas. Oui, c'est ça, de l'argent. Du bel argent. C'est ça. Et puis surtout Gainsbourg impérial qui arrive sur scène avec ses lunettes noires, avec sa clope, etc. Et les musiciens Rasta derrière moi qui étais super fan de reggae. Donc vraiment, bonheur total. Donc, peu après, et alors il paraît, le Philippe Loricham, le producteur de Gainsbourg, m'a raconté un souvenir.
j'avais oublié. C'est que dans les loges, quand j'ai croisé Gainsbourg, en fait, j'apportais un sac de ganja pour les musiciens Rasta. Et j'étais là comme un con avec mon petit sac, OK. Oh. en train de demander à Philippe Le Hicham, alors que Gainsbourg passait, à qui est-ce que je donne ça? Oui, discrètement quand même. Bah, C'était- producteur de Ouais. spectacle, Bah mais ouais. bien élevé. J'apportais Bah ouais, quand ouais, même voilà, c'est des ça. munitions. Ah oui, il faut bien allumer un peu les musiciens. Et donc, grand moment de ma vie. Et puis 3 mois plus tard, j'interviewe Gainsbourg pour la première fois, rue de Verneuil. Jane est encore là. Donc je croise Jane et Charlotte qui a... C'est à son hôtel particulier. Oui, sa petite maison plutôt. OK. Il a toujours dit hôtel particulier, mais c'est une toute petite maison. Oui, oui, mais c'est l'image aussi que l'on s'en fait. Ouais. Le mythe. Le mythe, exactement. Ouais. Il a bien entretenu son mythe. Oui, ben oui, c'est un personnage. Et son mythe n'est pas mythé du tout. Non, pas du tout. Et il n'a pas vieilli. Non, c'est dingue. Ouais. Et son mythe continue à séduire les jeunes générations. Mais Là- pas juste des francophones, c'est ça qui est merveilleux. dingue. Là, je suis comme John ça. Zorn, qui a travaillé, qui fait de la musique actuelle. John Oui. Zorn a fait un hommage à Gainsbourg. Parmi tant, il y a Beck, il y a le gars de Placebo, il y en a plein maintenant. Il y a Jarvis Cocker qui est fan de, il y a Rufus Wainwright qui est fan de Gainsbourg. Tout le monde est fan de Gainsbourg. Ça, c'est à l'international, c'est magnifique. Mais par exemple, moi, je suis en contact via Facebook, par exemple, ou par mail avec parce que je suis facile à trouver. Oui. Google me and you find me. Yeah. Et je suis en contact avec plein de fans. Et là, par exemple, je suis en contact avec une petite gonzesse qui vit en Ukraine, OK. qui se surnomme Melody Nelson, comme par hasard. Ah, Elle a 19 ans, c'est une petite bombe. OK. De Elle beauté. vit- ouais, une petite bombe de beauté. Elle est totalement dans le trip Gainsbourg. Donc, elle est née après la mort de Serge. Oui. Je veux Mais dire, ses parents l'écoutaient sans doute. voilà. Et c'est comme Donc ça. le mythe Gainsbourg continue à influencer. C'est-à-dire que les gamins d'aujourd'hui se reconnaissent dans ce bonhomme. Alors j'espère qu'ils ne vont pas suivre son parcours au niveau de l'alcoolisme et du tabagisme. Ouais. Mais en attendant, ce qui est merveilleux, c'est que les gamins ont envie d'écouter ces chansons, s'identifient au personnage, trouvent que son attitude dans la vie, son chef-d'œuvre, c'est sa vie. Oui. À part le fait qu'il s'est autodétruit, mais son chef-d'œuvre, c'est sa vie au sens de l'attitude qu'il avait, de cette espèce de sincérité. Parfois, il lui arrivait de faire des compromis, mais c'était toujours en mettant un grain de sel, c'était toujours en jouant son propre jeu. Il avait une sorte de... Il détournait avec un talent extraordinaire les attentes des gens. C'est-à-dire qu'on lui demandait de faire des chansons sucrées pour France Gall, et il faisait des chansons sucrées mais avec une bonne dose d'acide quand même dedans. Oui. La perversion. Voilà, on lui demandait de faire des chansons pour Brigitte Bardot, et au lieu de faire des trucs qui cuit la praloche comme La Madrague, voilà, il lui faisait des chansons comme Harley Davidson, Je t'aime moi non plus. Voilà, donc chaque fois il fallait que sa personnalité ressorte voilà. Et que cette personnalité-là est tellement attachante parce qu'elle ne joue pas le jeu. Non. C'est ça que je trouve extraordinaire. Il ne jouait pas le jeu. L'intégrité. Ouais. L'intégrité. Ouais. Mais qu'est-ce que vous attirez vers Gainsbourg? C'est son côté provocateur, c'est son côté... Moi, je fais partie de la génération qui a grandi dans les années 70 en voyant Gainsbourg à la télévision. Et Gainsbourg à la télé, ça voulait dire voir un mec qui arrivait pas rasé, en train de fumer sa clope. Il faisait son playback à côté parce qu'il en avait rien à foutre. Il répondait en murmurant et en parlant lentement, etc., en se foutant de la gueule des intervieweurs, tout en sachant que c'était vachement important pour lui de se montrer à la télévision. Il se montrait avec cette gonzesse somptueuse qui s'appelle Jane Birkin. Et donc c'était quand même très sulfureux parce qu'il avait plus de 20 ans de plus qu'elle. Merci beaucoup. Et donc c'était dans la presse La Belle et la Bête, etc. Voilà, on croyait que c'était lui le Pygmalion de Jane, sans se douter que Jane était la Pygmalion de Serge, et ô combien. C'était un couple qui était amoureux, c'était un couple qui était sulfureux, ils n'étaient pas mariés, ils avaient un enfant en dehors des liens sacrés du mariage, ils chantaient Je t'aime moi non plus, qui était une... Il s'occupait aussi de l'enfant de Jane qui n'était pas son enfant. Oui, voilà. Donc, Ouais. Et voilà, c'était très provocateur. Et tranquillement, vous vous êtes aussi intéressé à d'autres sortes de musique, à d'autres styles, puisque il n'y a pas si longtemps, vous étiez à Système Disque.
Ouais. sur France Inter. Et on vous invitait quelques fois par semaine pour critiquer les nouvelles sorties musicales. Ouais, c'était sympa ça. Oui. Malheureusement, ça n'a pas duré. Ouais, ça me permettait de refaire un métier que j'avais pratiquement oublié, c'est rock critique. Oui. J'aime bien. Maintenant, ça se limite. Je continue à faire de la radio, je continue à faire de la télévision, mais on m'emploie plus pour mes côtés rock critique. Alors, de temps en temps, je poste un truc sur Facebook. OK. Mais généralement, je ne poste que des trucs que j'aime bien, donc ça ne me permet pas de faire étalage de ma verve éventuelle. Mais vous étiez aussi, il y a quelques années, la voix des remises de prix de disques. Les victoires de la musique, oui. Exact, les victoires. Donc, c'est vous qui agrémentiez. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est un boulot que j'aimais bien. Je continue à travailler pour les victoires de la musique pour le programme chaque année. En réalité, j'aime bien faire ça. D'une part parce que je trouve que c'est je sais pas, peut-être à l'instar des... Comment ça s'appelle encore à Montréal? La disque? Oui. La disque. Oui, Les remises de prix de musique? Oui. La disque. La disque? Oui. Et ADISK, la disque. À disque, d'accord. Mais La disque. ça n'a pas un nom spécial? C'est la disque. D'accord. Non, mais Non, il n'y a pas de nom. Ah bah, d'accord. Ah oui, ben oui, des Félix. Oui, c'est ça. Ben oui, Félix Leclerc, des Félix. Ben oui, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'à l'instar des Félix à Montréal, les victoires sont intéressantes, légitimes, controversées, donc c'est qu'elles ont une vraie signification. Ouais. C'est-à-dire qu'elles permettent en tout cas chaque année de faire le plus grand concert live de l'année à l'antenne pendant 2 heures, 3 heures. On voit des artistes qu'on ne voit jamais en prime time ou qu'on voit rarement en prime time. Donc voilà. Donc il y a quand même, c'est une bonne émission. Donc je suis assez content de collaborer, même de manière très modeste. C'est un bon spectacle de divertissement. Oui. Comment? Mais il n'y a pas assez de musique à la télévision. Moi qui ai toujours parlé de musique à la télé, quand j'ai commencé en faisant, quand j'ai eu mon show rock hebdomadaire à partir de 78, je veux dire, à l'époque, il était encore possible d'avoir des émissions de rock à la télé. Ouais. Alors, des émissions oui. Des émissions de rock créatives, avec des concerts live, avec des interviews, avec pas uniquement des clips enchaînés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'émissions de variété pour la chanson en général. Des émissions de rock, on n'en parle même plus. Je veux dire, il y en a, mais c'est saupoudré par-ci par-là, etc. Et donc, quand il y a une bonne grosse émission comme ça, je suis assez content. Mais il y avait une certaine époque, si on enlève le rock, la chanson aux chansons qui a duré des années et qui mettait en scène des chanteuses et des chanteurs que l'on voyait plus. Qu'on croyait mort. Oui, mais que l'on voyait plus. Donc c'est un retour pour Non, oui, mais enfin, il y a encore des émissions. Il y a Taratata, évidemment. Ah oui, ça n'a rien à voir. On ne verra pas des ancêtres. chanteurs. Oui. Non, il y a Shabada aussi, par Daniela Lombroso. Enfin, il manque quelque chose là, dans l'univers, dans le paysage audiovisuel français. Mais allez-vous proposer quelque chose? Avez-vous une Non, j'ai proposé 1000 fois et je suis fatigué. Donc là maintenant, que ce soit pour la télévision ou la radio, surtout la télévision, j'attends qu'on vienne me chercher. Si on a besoin de moi, je suis prêt. Enfin, si je suis compétent pour ce qu'on me demande, évidemment. Ouais. Mais faire des propositions, je suis indépendant depuis toujours. Depuis que j'ai décroché mon diplôme en 1979, on est en 2012, j'ai toujours été indépendant. Okay. Donc ça fait 43 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? 33 ans, quand même. Oui, ici, ouais. Nous ne sommes pas si vieux. Ça fait 33 ans. Et donc, 79, 2012, ça fait 33 ans. Oh oui. Ça fait 33 ans que je suis indépendant. Et donc en tant qu'indépendant, il a fallu que je me vende. Il a fallu que j'aille proposer des trucs, des articles dans des journaux, des émissions de radio dans des stations, etc. Et puis il y a un moment où on est fatigué, puis il y a un moment aussi où on peut bénéficier d'un truc, c'est qu'on est devenu vieux. Donc ça fait longtemps qu'on est là, donc ça fait longtemps qu'on rôde, et finalement on vous connaît un petit peu. Et donc à ce moment-là, on peut espérer qu'on se souvienne de vous et qu'on vous appelle. OK, pour vous dire, hey, là, il y a quelque chose. Ouais. Mais j'ai entendu il y a quelques années à la mort d'Alain Bachung. Et c'était touchant de voir, comment dire, l'hommage que vous lui rendiez à Bachung.
Quand on a fait Taratata? Oui, exactement. Les portraits de Taratata, oui. Ouais. Alors, il y a des portraits comme ça qui... J'ai adoré faire les portraits de Taratata pendant... On voit Taratata à Montréal? Oui. Non, à Québec aussi, c'est sur TV5. C'est sur TV5, Ouais. d'accord. Oui, à Québec, pardon. Oui, mais peu importe. Quand est-ce que vous... Bon alors, je lance un appel. Allez-y. Quand est-ce que vous m'invitez à Oui. Montréal, à Québec, partout? Oui, partout. Dans le Canada francophone. Le Québec. Le Québec. Oui. Voilà. Quand est-ce que vous m'invitez au Québec? Oui. Je serais tellement heureux de découvrir. Vous pourriez parler de Félix Leclerc? Absolument pas. Et je n'oserais pas. Oui. Je n'oserais pas. Mais si vous m'invitez pour parler de Bachung, pour parler de Gainsbourg, n'importe quoi, Ben, vos livres suis sont ravi. disponibles. je serais ravi. Mais vos livres sont Vous disponibles. rendez-vous compte que je n'ai jamais visité Québec, Montréal? C'était C'est scandaleux. incompréhensible. C'est incompréhensible. Voilà. Je dirais même c'est honteux. C'est honteux, c'est à 6h30 aller et D'accord. 6h retour. Voilà, oui, je sais, oui. Parce Mais, que les gens ont réalisé. voilà. Et, Oui, voilà. Bachung, pour venir à Bachung. Et, enfin, je sais pas si jamais ça intéresse quelqu'un. Oui. Je suis disponible. Il n'y a aucun problème. Mais vos livres sont disponibles au Québec. Ah oui, ça va. La brique Gainsbourg. Ouais. Et vous êtes rendu à la deuxième édition. Oula, il a été réimprimé 12 ou 13 fois maintenant déjà. OK. Ouais, ouais. Avez-vous retravaillé la fin avec Bambou? Lorsque je me suis procuré la première édition, vous en parliez très peu. Non, d'abord il y a... Le dossier Bambou est un dossier sensible parce que j'adore cette femme. OK. Et que j'ai le plus grand respect pour elle. Et que j'ai le plus grand respect et vraiment beaucoup de tendresse pour Lulu. Il se fait que Bambou, elle en est parfaitement consciente, elle en a parlé dans des interviews, elle ne peut pas rivaliser avec Jane Birkin. C'est-à-dire que Bambou n'est pas une artiste, n'est pas une actrice, elle a fait un disque mais ce n'est pas une chanteuse, c'est pas quelqu'un qui peut dire j'ai eu auprès de Serge le même rôle que Jane. En plus de ça, elle l'a connu dans une période où Serge était très mal, elle-même n'était pas bien. Non. Je veux dire, ils se sont soutenus physiquement et moralement, mutuellement, en des temps vraiment très très durs. Et donc, en plus de ça, je crois qu'elle a enduré beaucoup de choses avec Serge. Serge a enduré beaucoup de choses avec elle. Ils ont quand même réussi, et un truc magnifique, c'est de faire un enfant. Elle a élevé Lulu dans l'amour et dans le respect de son père. Alors Lulu a fait un album récemment. Incroyable. Oui, Que j'adore. Oui, moi j'aime bien. Il y a ça. Ouais. Les trucs manouches, là, Oui. c'est bon. Vous êtes mitigé. Oui, je suis mitigé dans le sens où j'essaie d'analyser un petit peu la psychologie du projet. Et je comprends que Lulu ait eu envie de rendre hommage à son père et que c'est une manière pour lui peut-être d'achever le deuil. Parce qu'après tout, son père, il ne l'a pas connu, ou à peine. Je veux dire, il a 3 photos et 3 images qui bougent avec son père. Puis on l'a vu sur scène. Voilà, Aux ouais, Zénith. ouais. Mais ça veut dire quoi? Je veux dire, il avait 5 ans quand son papa est mort, donc il ne l'a pas connu. Il doit avoir des souvenirs qui sont plus des souvenirs reconstitués que des souvenirs véritables. Et donc, et en même temps, ça doit être écrasant d'être le fils à Gainsbourg. Encore aujourd'hui, hein? Ben oui. Ça doit être écrasant. C'est pour ça qu'il est parti ça a vivre aux été... États-Unis, hein? Oui, oui, bien sûr. Pour ça a fait oublier, partie. peut-être, Oui, oui. Et comme ça a dû être écrasant pour Charlotte, et Charlotte a eu ce réflexe inouï. Elle s'est débrouillée très bien, Charlotte. Mais en plus, Charlotte a quand même connu son père jusqu'à l'âge de... Ouais. Je veux dire, c'est très jeune, elle a malheureusement 20 ans quand meurt son père. Même pas. Elle a 19 ans et 9 mois, et 8 mois. Enfin, elle a quand même connu son père. Et à l'adolescence, elle a déjà eu ce réflexe extraordinaire de dire bon, ok, je suis la fille de Jane Birkin, je suis la fille de Serge Gainsbourg, mais là, vous allez m'inscrire en pension. Je vais en Suisse, je me casse, hein, je veux grandir à mon rythme. Et donc, elle a été pendant 2 ans ou 3 ans en pension en Suisse pour s'éloigner. Ouais. Et pour se trouver elle-même. Et elle s'est tellement magnifiquement trouvée qu'elle mène une carrière extraordinaire. Incroyable. À sa façon. À sa façon. Sans ressembler à son père. Et en même temps. En vivant avec le nom. Oui, en vivant avec le nom. Oui, oui, mais avec la liberté qu'elle peut avoir. Ouais. Donc le parcours de Charlotte est formidable. Ouais. Et donc Lulu, je pense qu'il a été mal conseillé pour cet album. C'est-à-dire que c'était bien. C'était bien de faire le deuil de son père. Fallait-il faire un album entier? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt faire un album de composition personnelle et une reprise? Ouais. Peut-être que le prochain sera... Oui, mais là... il est trop tard, celui-là. Il est fait, oui. Ouais. Il est fait et puis il n'a pas marché. Et Iggy Pop qui reprend une chanson. Oui. Ah, c'est bon, c'est excellent. Ça... Ouais. Oui, c'est drôle. Hein. Oui, c'est drôle dans le sens de... Je l'avais déjà entendu il y a 2 ans. Le producteur d'Iggy Pop, Alain Lahanam, m'avait fait écouter
J'avoue, j'en ai bavé, avec sa voix de crooner. Avez-vous aimé? Ah oui, je trouve ça bien, ouais. Pas tout l'album, mais non, mais juste la section Iggy Pop, entre autres. Ouais. Et puis Manouche aussi, le petit orchestre Manouche. Ouais. Puis la musicalité aussi de M, de Mathieu Chédid, qui a mis un peu son petit grain. Son petit grain, comme d'habitude. Oui, mais ça donne un album à la fois très personnel, singulier, mais à la signature Gainsbourg. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir, et j'en ai répertorié un maximum. Excusez-moi, chers auditeurs, nous étions distraits par l'apparition d'une voiture et le passage d'une somptueuse limousine. On ne vous en dira pas plus. Exact. Et qui sentait bon en plus. Oui. Malheureusement, vous n'avez pas la radio en odorama, mais nous avons encore des effluves. Au Québec, il n'y a aucun problème, ça s'en vient bientôt. Il y a Bashung qui a repris ma tête de show. En fait, sur scène, c'était une maquette, et cette maquette-là nous est disponible aujourd'hui. Après l'avoir écoutée, comment vous le percevez? Alors, je trouve que pour une maquette, c'est extraordinaire. Oui. Comment c'est abouti. J'ai vu le spectacle de Galota, spectacle de et c'est passé à Québec. Aussi? Oui. Eh ben, à tous ceux qui ont vu le spectacle, j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. Et c'est qu'on a été très très dur à Québec. Les critiques. Ah oui? N'ont pas apprécié. Ah bon? Non. Mais c'est-à-dire que je n'y connais strictement rien en danse moderne, mais juste je trouvais que la voix de Bashung, les arrangements qui étaient vraiment très astucieux, etc. La chorégraphie était très belle, mais je n'y connais rien en danse moderne, donc je laisse les critiques de chorégraphie. Mais si vous vous référez juste aux chansons, c'est quand même magistral. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la mort de Gainsbourg en 91, on s'est demandé qui est-ce qui va prendre sa place. Qui est-ce qui peut prendre la place de Gainsbourg? Évidemment, tout le monde a dit Bashung. Et qu'est-ce que Bashung nous a fait derrière? Un tripléo ferré. Ils ont fait un tripléo ferré très sombre avec un album qui était suicidogène, dépressif, etc. C'est quand même très étrange qu'il ait eu ce triplet. Bon, après ça, il a relevé la tête avec le pétrole, mais il aurait pu être un Gainsbourg bis, et c'est un piège qu'il a évité finalement. L'impudence, vous voulez parler de l'impudence? Oui, c'est ça. Quand il a sorti l'imprudence, c'était vraiment très Léo Ferré. Non, on était vraiment dans un... Mais extraordinaire en même temps. Les grands espaces, ça donnait les grands espaces, ça donnait... Oui, très bel album, très belle tournée derrière, etc. Mais voilà, donc en réalité, ce qui est très sain, c'est que Gainsbourg est mort et que personne n'a voulu prendre sa place. Et dans le même temps, tout le monde se réclame de lui. Et puis, Bashung a eu, in extremis, cette espèce d'envie de mettre sa patte sur l'homme à tête de chou, alors qu'il savait déjà, Bashung, qui était très malade. Ouais. Et donc il enregistre cette maquette sert à un spectacle, l'album finit par sortir. Enfin, tout ça, c'est un enchaînement de trucs qui est très émouvant et magnifique. Et les reprises de Gainsbourg continuent à sortir à un rythme très régulier. J'ai sorti avec un garçon qui s'appelle Loïc Picot l'intégrale Gainsbourg, qui est le livre qui complète ma biographie, où on répertorie toutes les chansons chronologiquement par date de sortie, etc. Et pour chaque chanson, et pratiquement toutes les chansons de Gainsbourg ont fait l'objet de reprises. On fait la liste des reprises. Et depuis le moment qu'on a sorti ce bouquin, c'est-à-dire en début 2011, et jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà 50 reprises supplémentaires. Et que lors de la prochaine édition, vous allez remettre à jour. Voilà, j'espère qu'il y aura une prochaine édition. Oui, pourquoi pas. J'ai 10 questions, mon cher monsieur Verland. D'accord, on y va. 10 questions de la fin parce que vous êtes pressé. Non, ça va encore là. Il est quelle heure? Vous m'avez dit 15h. 15h. Ouais, ça va. J'ai au moins jusqu'à 15h, c'est bon. Le temps, il reste 15 minutes. C'est bon. Alors, c'est 10 questions, plus la dernière de 2 minutes. Si vous étiez un liquide. Je serais une crique lambic, parce que ça, c'est mon côté belge. Donc, je serais une bière à la cerise. Et c'est des grosses conneries ce que je vous dis. Si j'étais un liquide... Ok, alors c'est pas vrai, là. Non, je sais. Attendez, si j'étais un liquide... C'est pas ça. Le genre de portrait chinois. Oui. Si j'étais un liquide, j'ai un rêve, c'est de changer de vie. Et comment vous allez faire? Alors, vous voulez pas en parler, c'est... Non, attendez une seconde.
C'est-à-dire que ce changement de vie, je vais d'abord boire de l'eau. Oh oui, ben oui, ça paraît mieux à la radio. Ma femme et moi, on a travaillé, on a rêvé, on a mis sur pied, on a planifié un changement radical qui consiste à quitter Paris et aller s'installer en Provence. OK. C'est pas aller au bout du monde, mais c'est aller en Provence. Et bon, il se fait que ma femme et moi on est séparés pour l'instant, et depuis un bon moment, mais il n'est pas impossible qu'on se remette à la colle, comme aurait dit Gainsbourg. Et donc si j'étais un liquide, je crois que j'aimerais être les gouttes d'eau du goutte à goutte qui arrose le potager, dans lequel j'aimerais faire pousser, comme je l'ai fait auparavant, des tomates, des aubergines. Oh, OK, le retour à la terre. C'est le truc qui me vide le plus la tête. Moi qui travaille énormément, depuis tant d'années comme indépendant, et je me plains pas parce que si je travaille, c'est que les gens ont besoin de moi et que je gagne la vie, et donc par rapport à tant d'autres, j'ai beaucoup de chance. Mais les seuls moments où j'oublie le travail, c'est quand je soigne mes tomates. C'est étrange parce que Iggy Pop aussi adore faire son jardin. Si vous étiez, puis on s'imagine mal quand tu vas voir Iggy Pop et les Stooges à l'Olympia, de le voir en train de regarder ses fleurs. Si vous étiez une ville. Ah, une ville? Oh mon Dieu, si j'étais une ville. Je crois que ma ville préférée au monde, c'est New York. Pourtant, j'y ai jamais vécu longtemps, je veux dire, j'y ai passé des séjours, mais ma ville préférée au monde, c'est New York. L'énergie de cette ville est absolument radicale. Ça va bientôt faire 30 ans que je vis à Paris, tout en détestant Paris. Ah oui, non, c'est-à-dire, je suis très partagé. C'est-à-dire que Paris m'exaspère, les Parisiens m'exaspèrent. Paris m'exaspère et en même temps, c'est ici que je fais carrière. C'est ici qu'ils ont eu la gentillesse de m'accueillir et de me faire travailler et de considérer en tant que Belge que j'avais ma place à prendre. Et des impôts à donner. Et des impôts à donner, sans me donner le droit de voter pour le président, pour les présidentielles ou législatives. Okay. Voilà. Mais bon. Et donc ils sont pas trop d'honneur quand même. Ah mais c'est quand même étrange. Hein? Ouais. Non, je pourrais prendre la nationalité française. Ok, vous l'avez pas? Non, je suis belge. Pourquoi? Parce que je suis belge, je vois pas pourquoi je devrais changer, ça va. Mais je suis européen, donc ils n'ont qu'à me donner le droit de vote, merde. Okay, ça fait assez longtemps que je paye des impôts en France. Donc, je crois que j'adore New York, je déteste Paris, et en même temps, j'ai encore des réflexes de touriste à Paris. Okay. C'est-à-dire que même si ça fait bientôt 30 ans que je vis ici, il m'arrive quotidiennement, quand je me balade dans Paris, tout à coup de lever le regard sur une façade, sur un monument, sur une parisienne, et de me dire « Ah, putain !» Que c'est beau Paris. Voilà. Est-ce que vous preniez le métro? J'adore Londres également. Est-ce que vous prenez le métro? Oui, très très souvent. Oui, okay. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Si vous étiez une langue? Si j'étais une langue, je serais... je serais la championne des galoches. Okay. Non, si j'étais une langue, je rendrais hommage à ma pauvre mère qui n'est plus de ce monde et qui avait un accent bruxellois assez prononcé et qui utilisait beaucoup d'expressions bruxellaires, comme on dit à Bruxelles. Pouvez-vous nous en dire quelques... Par exemple, tu es un vismet. Un vismet, c'est une sorte de voyou. Okay. Tu es un smeerlap. Ça, c'est un salaud. Quand on est bruxellaire, on peut chanter une chanson comme And the Pumbak, and the Pumbak, and the Pumbak is kapot, and the Pumbak, and the Pumbak. Et la traduction, c'est? La poubelle est cassée. Oh, mais c'est le hit? C'est un hit. C'est un hit québécois. Ouais. Alors, vous allez faire beaucoup de dollars grâce à voilà, non, j'ai une sorte de tendresse pour le bruxellois que chaque fois que je suis, parce que j'ai grandi là-dedans, et quand j'entends des mots bruxellois, dès que je retourne à Bruxelles ou dès que je déjeune ou que je vois un ami belge, un ami bruxellois ici à Paris, instantanément on s'envoie des mots à la... Est-ce que vous connaissez Arnaud? Oh, oui, mais lui c'est un Ostendais, c'est encore autre chose. Okay. C'est encore autre chose. Alors c'est pas un Belge? Ah, si, okay. Lui, il est hyper belge, lui. Oui. Parce qu'il est en même temps flamand, francophone, surréaliste, alcoolique, tabagique, oui. défoncé, un homme exceptionnel. sublime, clochard, céleste. Oui, un artiste.
C'est un artiste. Ah oui, je le connais depuis toujours, je l'adore. La première fois que j'ai interviewé Arnaud, il mangeait une pomme. Et Arnaud, comme vous le savez, a un problème, il bégaye quand il parle et jamais quand il chante. Ben, il n'y a aucun bec qui bégaye. Oui, bien sûr. Oui. C'était une platitude ce que je disais. Non, mais... Alors, et donc, pour se donner une contenance pendant cette interview, c'est à l'époque du groupe Tissimatic. Ok, c'est au tout début. Quand il chantait putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens avec des R qui roulent. Un peu comme au Québec. Et donc, il mange une pomme pour se donner une contenance et il dit je mange une pomme parce que les pommes c'est rond comme les seins des mademoiselles. Souvenir extraordinaire. Grand personnage. Oh, je l'adore. Ouais. Si vous étiez une époque. Si j'étais une époque. Si j'étais une époque. Je serais des années 2010. Je trouve qu'on vit une époque absolument fascinante, passionnante, parce que c'est une époque de changement à cause des crises économiques, à cause des crises écologiques. À cause des progrès sublimes et foudroyants de l'informatique qui nous permettent d'avoir à notre disposition et à la disposition des jeunes générations une culture à laquelle je n'avais pas accès au millionième quand j'étais gamin, et je ne rêvais que d'une chose, c'était de me faire cette culture. Et à l'époque, ne fût-ce que pour écouter des disques, ne fût-ce que pour faire sa culture musicale, il fallait aller à la médiathèque, emprunter des vinyles 33 tours, les écouter chez soi, les recopier sur des bandes Revox, sur des mini-cassettes tout pourries, et puis noter, faire des fiches. Je faisais ça, faire des fiches. Avec un Walkman, on appelait ça oui, excusez-moi, comme je suis beaucoup plus vieux, il n'y avait pas encore... Le Walkman n'était pas encore inventé quand j'ai commencé. Et au Québec, nous avons francisé ça pour un baladeur. Oui, ça se dit aussi en France. OK. Et donc, cette culture qui est à disposition, alors évidemment, il faut savoir choisir, mais aujourd'hui, mes gamins, j'essaye parfois... Le plus jeune de mes fils est vraiment un passionné de rock. Son père aussi, donc... Oui, mais en fait, je veux dire plus que son grand frère. OK. Et de temps en temps, j'essaye de le bluffer en lui disant « Tiens, est-ce que tu connais ça ?» Et il connaît déjà tout, cet enfoiré. Parce que il a quel âge ? Il va avoir 19 ans. Okay. Je lui ai mis le pied à l'étrier, d'accord. Je lui ai mis ma discothèque à sa disposition, d'accord. Mais après ça, avec ses copains, etc., il s'est mis à fouiller, à chercher. Et il a une culture musicale, mais je n'avais pas le centième à... Est-ce qu'il est dans un groupe rock ? Est-ce qu'il fait Bien sûr, non seulement un groupe, et il fait DJ aussi. Son groupe s'appelle comment ? Non, mais ça n'a aucune importance, c'est un groupe amateur. Le groupe s'appelle Chocolate Flavor Tree. Oh! Si vous étiez un mot. Un mot ? Mercenaire. Oh! J'ai un côté mercenaire. C'est-à-dire mais je ne mets pas de connotation négative à ça. C'est-à-dire que, comme j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours dû chercher du travail. J'ai toujours dû mettre mes éventuelles capacités, mon énergie et mon éventuel talent à la disposition des gens. Et donc, j'ai une réputation, c'est peut-être pas le mot auquel je suis le plus attaché, mais j'ai une réputation de mercenaire. Et je suis obligé de faire énormément de choses pour maintenir... Subvenir à vos besoins. Ouais, subvenir à mes besoins, aux besoins de ma femme, même si on est séparés, aux besoins de mes enfants. Et donc, je sors beaucoup de livres, etc. Et donc, il y a certainement des gens qui disent « Oh putain, encore un livre où il est marqué Gilles Verland présent, etc. Et en même temps, voilà. Donc, mercenaire, mais j'espère avec quand même, il m'arrive de sortir des livres dont je ne suis pas très fier par la suite. Uniquement pour boucler le... Oui, non, mais c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai fait, j'y crois. Je les trouve formidables, où je les trouve bien, où je les trouve intéressants. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'apprends des trucs. Du moment que j'apprends des trucs, je suis content. Et puis après ça, ils sortent et je me dis, ouais, bon, peut-être que j'aurais pas dû me donner la peine. Okay. Après coup. Voilà. Après l'avoir lu. Relu. Ouais. Si vous étiez un aliment. Si j'étais un aliment. Oh là 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 là.
a T-bone steak. Oh yeah, ah oui. Ah, vous êtes un amateur de viande. Alors j'ai des copains qui sont des végétariens Ouais. et des végétaliens militants, etc., qui évidemment ne peuvent pas supporter ça. Mais je suis un grand amateur Saignant? de chair saignante. Moi aussi. Voilà. Et donc là, je pense à des T-bone steak. Pourquoi? Parce que j'en parlais pas plus tard qu'hier à mes fils, que j'emmène en Californie pendant. On part la semaine prochaine. Oh. Et une de nos intentions, c'est de manger le bon vrai T-bone steak dans un steakhouse. Sur le grill. Voilà. Ah. En fait, l'histoire, c'est que ma biographie de Gainsbourg, et j'en suis très très fier, sort en traduction américaine. J'ai vu. Chez Tam Tam Books, qui est un petit éditeur à Los Angeles, mais c'est un petit éditeur qui publie aussi des livres de Boris Vian en anglais, en américain. Et donc je suis très très fier de ça. Alors vous allez faire la promo. Et donc oui, enfin si je vais à mes frais. Hein. Oui, ben comme moi ici. C'est pas le consulat qui m'invite. Non, il ne faut pas non plus compter sur les autres. Hein. Non. Si vous étiez une saison. J'étais une saison. Indubitablement, je serais l'été. Je serais l'été parce que je suppose... Avec moins de vent ou même comme ça me va. Okay. Je serais l'été parce que j'adore le soleil. Et le soleil est là actuellement. Exactement. Et je crois que je suis... je ne sais pas exactement qui est mon grand-père, figurez-vous. Le père de mon père. J'avais une grand-mère qui était assez volage. Ah oui? Elle était, elle était modèle pour des peintres et des photographes. Okay. Et dans mes archives, j'ai plein de photos de ma grand-mère à poil, ce qui est quand même pas courant. Okay. Et, elle était jolie? Elle sans doute pour les critères de l'époque. Voilà. Et donc, vous êtes gentil. Après ça, elle faisait des recueils, des livres où sur une double page, il y avait des photos d'elle toutes nues. Sur la page suivante, il y avait des bondieuseries, des cartes postales de la Vierge Marie, Voilà. Et elle était devenue grenouille de bénitier sur la fin. Et donc, au moment où mon père a été conçu, elle fréquentait assidûment, a priori, un peintre espagnol. Okay. Mais en réalité, ce peintre espagnol a disparu dans la nature. Et mon père a été élevé par un autre mec. Et puis, en fait, il n'est pas élevé du tout, en réalité, parce que le mec en question est mort. Okay. Bref, je dois avoir du sang espagnol dans les veines. Et donc, j'aime le soleil. Okay. J'aime la chaleur. C'est à cause de cet événement. Si vous étiez un membre corporel... Un membre corporel. Un membre, une partie du corps. Oui. Une partie du corps. Ah là. Il y a des trucs évidents à dire, mais on va pas les dire. Vous pouvez. Non. J'aimerais bien avoir un cerveau plus efficace. J'aimerais bien j'aimerais bien avoir un cerveau plus efficace. Je suis parfois effaré par des pertes de mémoire, par des choses que je sais, que je cherche, des mots que je cherche. Et ça m'énerve. Et heureusement qu'il y a Internet de nos jours pour trouver je sais chercher les informations, mais j'aimerais bien qu'elles soient toutes stockées dans mon cerveau. J'aimerais bien avoir un ordinateur plus complet à la place du cerveau. Et en plus de ça, un ordinateur qui me permettrait de mieux comprendre les autres. Oh, ben ça c'est pas facile. Ouais, voilà. Entrer en relation avec les autres, c'est... Si vous étiez un moment de la journée. Un moment de la journée? Ah, j'adore le matin tôt en plus de ça. Mais vous vous couchez tard? Non, pas forcément, non, je suis relativement raisonnable, sauf hier soir, mais ça c'est un détail, parce que j'ai été voir Bruce Springsteen. Oh yeah! Et puis? Et donc voilà, et puis du coup... c'était bien? C'était bien. Oh. Je pense que c'était... Par rapport à la veille, je pense qu'il y a des gens qui m'ont décrit le concert de la veille qui était for the 4th of July, donc c'était un show spécial. Hier, c'est pas le champion du monde de la concision, notre ami Bruce. Hein. Parfois, il tire vraiment en longueur les morceaux, etc. Et comme s'il devait battre son record tous les jours à faire les 3h45 minutes. Et donc, je vais vous avouer un truc, je suis pas resté chaud. Parce que vous en aviez ras-le-bol. Oui, enfin, je l'ai déjà vu beaucoup de fois sur scène. Et non, mais j'étais peut-être pas in the mood. Et puis hier, je sais pas, il y avait des moments d'émotion que j'attendais qui sont pas venus. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Vous étiez déçu.
Non, je suis fou de blues, mais c'était un jour. La magie n'était pas là. Un jour moins bien. OK. Si vous étiez un autre individu, donc je suis du matin. J'adore le matin. J'aime bien me lever tôt. Et j'aime bien toute cette période. Parce que donc à Paris, généralement, il y a 0 coup de fil avant 11h du matin. Parce que les gens arrivent au bureau à 11h du matin. À midi et demi, ils prennent leur pause déjeuner. Et ils reviennent travailler vers 16h. Je caricature à peine. Légèrement. Mais bon. Donc moi j'aime bien toute cette période entre 6-7h et 11h où je suis sûr que le téléphone ne va pas sonner. Si vous étiez un autre individu, quelqu'un que j'aurais rêvé d'être. Ouais. Oh non, je suis très content de mon sort. Très content de mon sort. Je trouve que j'ai eu énormément de chance. Et j'espère que ça va encore durer un moment. Et en même temps, j'ai goûté à la renommée. Je ne vais pas dire la célébrité, mais il fut un temps, par exemple, où je me montrais beaucoup à la télévision. Et là, depuis qu'on est à cette terrasse depuis 1 heure, j'aurais été reconnu 20 fois par... Je dis sans me vanter, seulement parce que c'est tout con à se montrer à la télé et les gens ont des regards, etc. Donc là, j'ai goûté à ça. J'ai goûté à certains succès avec des livres, comme la biographie de Gainsbourg, comme d'autres livres que j'ai fait, et puis j'espère avoir un gros succès avec un livre que je sors sur l'histoire de la télévision française que je fais avec Michel Drucker, qui sort en octobre. Okay. Et donc j'aime bien ça, j'aime bien avoir des succès, et en même temps j'aime bien rester dans l'ombre. Okay. Donc quand je disais mercenaire tout à l'heure, c'est le mercenaire mais qui est dans l'ombre. Les gens ne se doutent pas du nombre de trucs que je fais. Oh, alors c'est suspect. À choisir, feriez-vous le même chemin? Je ferais... Non, il y a un truc... Non, j'ai 0 regret. Et pourtant, j'en ai fait des conneries. Oh putain. Professionnel ou amoureux? Non, oui, professionnel, j'en ai fait. Et puis dans les années 80, on faisait beaucoup de bêtises. On se mettait des substances dans le nez en particulier. Partout? Non, moi, je ne me suis jamais injecté dans l'anus. Non, vous poudriez un peu le... Voilà. Et donc, le seul regret que... Non, j'ai pas de regret, mais s'il y a un truc que je referais, c'est... mais on n'en parlait pas encore suffisamment. J'aurais peut-être fait une psychanalyse dans les années 80, au lieu d'attendre les années 2000 pour la faire. Parce que je crois que ça m'aurait éclairé sur plein de choses. Alors, vous seriez peut-être... vous seriez plus à la guet de ce que les autres sont en vous connaissant davantage. Parce qu'on se comprend mieux quand on comprend les autres et on comprend mieux les autres quand on se comprend. Oui, c'est ça. Et je pense que j'ai eu une sorte de trou noir dans ma vie. Globalement dans les années 80. Et pourtant, c'est dans les années 80 que j'ai publié ma biographie de Bowie. C'est dans les années 80 que j'ai sorti ma biographie de Gainsbourg. C'est dans les années 80 que j'ai fait le plus d'émissions de télé. Donc, c'est dans les années 80 que j'étais un petit peu célèbre. Et donc voilà. Donc, mais pourtant, ça correspond à des années où en réalité, je ne me suis pas rendu compte. J'étais en dépression. Okay. C'est eux qui vous ont aidé sans le vouloir à vous en sortir. Ouais. C'est Bowie, c'est Gainsbourg, c'est tous ces gens-là, c'est l'écriture, c'est ça. C'est votre création. C'est le travail. Oui, c'est le travail qui rend quelqu'un plus en santé. Oui. Et Dieu merci qu'il y a ça, sinon... Oui, non, je crois que j'aurais pu mourir 20 fois, je crois. Parce que j'en ai fait des conneries. Et vos projets pour les mois et les années à venir, à part votre voyage en Angleterre et votre stay? Non, le voyage en Californie. Là, en Californie, oui, excusez. Et votre travail avec Michel Drucker sur la télévision française? Alors donc, à la rentrée, je vais sortir 4 livres. Okay. Alors il y a un livre il y a un livre que je dirige qui sera signé Pierre Mikhailov. Que je connais, que j'ai rencontré il y a 2 ans. Qui est un garçon absolument formidable. Ouais. Il a une idée de bouquin sensationnelle. Le titre, c'est en anglais Desperate Rock Wives. Donc les femmes rock désespérées, Desperate Rock Wives. Et où il raconte le parcours de Patty Harrison, de Courtney Love, de... Et vous allez garder le titre anglais? Oui. OK. Ouais. Puis c'est un livre en français? Et c'est un livre en français. Okay. Voilà. Je sors ça, que j'ai dirigé. Je sors un livre qui est... Mais quand vous dites dirigé, vous avez lu ce qu'il a fait, puis vous lui avez donné votre point de vue? Il m'a proposé cette idée, je lui ai trouvé un éditeur. Et après ça, j'ai corrigé son manuscrit, j'ai fait en sorte... Voilà. Donc, je choisis la couverture avec l'éditeur. C'est un vrai travail de directeur de Et lui, il fait juste... en fait, c'est lui qui fait 99% du boulot. Il écrit le putain de bouquin. OK, oui, c'est ça. Il rédige. Et vous regardez tout ça et... voilà.
directeur d'ouvrage. Voilà. Ok. C'est un travail d'éditeur. Quoi. Est-ce que ça vous arrive souvent? Ah oui, justement. Ouais. Et ensuite? Il m'est arrivé de sortir 10, 15, 20 bouquins en une saison. Ouais. Et donc là, forcément, c'est pas des bouquins que j'écris. Non, c'est du travail. Hein. Je sors un livre qui s'appelle La scandaleuse histoire du rock, qui est un recueil de mes textes en fait pour la radio, parce que je fais une chronique qui passe sur France Bleu. C'est quand vous voulez que le service public le diffuse. J'attendais le moment, oui. Et La scandaleuse histoire du rock, c'est des pastilles de 5-6 minutes et qui ont beaucoup de succès en France. Donc du coup, j'en fais un bouquin. Voilà. Est-ce que vous le faites en direct? Est-ce que c'est... Non. OK. Non, parce que le but du truc, c'est que ce soit une chronique qui soit très réalisée, très montée, avec plein de bruitages, d'extraits musicaux, de petits effets rigolos, etc. Et vous êtes diffusé à quelle heure? Alors, ça dépend, parce que c'est sur tout le réseau France Bleu, c'est-à-dire c'est partout en France. Sur Internet aussi. En différent. Et podcast. En balado-diffusion. France Bleu, Oui. podcast, série. Balado-diffusion. Ouais, en balado-diffusion. Ah, Oui, c'est un terme trouvé au Québec. c'est tellement plus poétique. Balado-diffusion, c'est comme le courriel. C'est tellement plus beau. Ah oui, c'est tellement plus Oui. Mais c'est plus long, on m'a dit sur France Inter. J'ai discuté avec un journaliste, il m'a dit, mais c'est plus concis. Alors abandonnons la langue Et un française. courriel, non. Le courriel, c'est beau. Bah oui. Puis balado-diffusion, c'est extraordinaire. Bah oui, c'est très joli. Oui. Défendons le... La francophonie au Québec qui est partout sur la planète. Voilà, donc il y a ça, et puis le livre que je fais avec Michel Drucker sur l'histoire de la télévision française. Ça, c'est un bouquin de 520 pages, 530 pages. Une brique. Ouais, illustré, et donc on raconte les 500 émissions mythiques de l'histoire de la télévision française. Voilà. Ça, c'est formidable. Et puis, j'espère, et puis, c'est à 3h30 que j'ai rendez-vous, hein, j'espère. Il va falloir que j'aille. Et puis quoi d'autre? Ah oui, un truc magnifique. Je sors encore un livre avec Jean-Pierre Leloir. Jean-Pierre Leloir, photographe sublime, décédé il y a 1 an et demi maintenant, qui était le pilier de Jazzot, de Jazz Magazine, de Rock et Folk, et qui a fait des centaines de pochettes de disques pour des chanteurs français, des reportages sur les chanteurs français. Et donc, il a une photothèque absolument... Il a toujours une photothèque extraordinaire qui est gérée par sa fille aujourd'hui. Et on avait en projet avec Jean-Pierre, on avait commencé à travailler sur un livre qui allait s'appeler Portrait de la chanson française, parce qu'il a photographié tout le monde. Jean-Pierre Leloir, c'est celui qui a fait la mythique photo de Brassens, Brel et Ferré, en train de discuter le bout de gras en janvier 1969. Alors on le connaît pour cette photo, mais il a fait des milliers et des dizaines de milliers de photos avant et des dizaines de milliers de photos après. Et donc, ce qu'on a fait nous, c'est réunir avec sa fille, et on avait commencé le travail avec Jean-Pierre, les meilleures photos de Barbara, de Brel, de Brassens, de Beko, d'Aznavour, de Paul Naref, de Véronique Sanson, de tout ce que vous pouvez imaginer, de Gainsbourg comme par hasard. Et donc ça sort aux éditions Fedjen La Martinière. Et ça va être un beau bouquin de photos de 300 pages. En fin d'année. En fin d'année également. Pour Noël, pour offrir à Noël. Voilà. Ah ben écoutez, ça serait extraordinaire de se procurer ça au Québec afin de donner bien ça aux amateurs de chansons françaises. Bon. Gilles Vernant, merci. Mais c'est vous que je remercie, Anna. On est passé en éclair ici et on repart aussitôt. Et j'espère vous revoir bientôt. Oui. Ou alors invitez-moi là. Nous allons vous inviter à l'Arboyeux. Salut. À l'Arboyeux. Bye.